Bonjour. Puisque nous sommes de nouveau privés de rencontres, j'ai pensé reprendre nos rendez-vous vidéo. Comme vous le savez, pendant le confinement, les cafés, les bars, les restaurants sont fermés. Aussi, je vous propose de nous rendre ensemble dans quelques adresses parisiennes. Ce sera aussi l'occasion de croiser du vocabulaire, car ces lieux génèrent beaucoup de synonymes et beaucoup de mots leur sont associés. Commençons par le bar. Le bar, c'est un établissement qui sert des boissons alcoolisées et pas de service de restauration. Le bar, c'est d'abord ce meuble, ce très grand meuble qui traverse toute la salle, qu'on appelle également un comptoir, ou dans un français plus familier, le zinc, du nom du métal qui le recouvrait. Euh, Derrière ce bar se trouve le barman ou la barmaid qui prépare les boissons. Et le propriétaire d'un bar, généralement, essaie de créer une atmosphère autour de son bar. Donc ça va par exemple être le choix de l'éclairage, le choix du mobilier pour qu'il soit particulièrement confortable ou bien très tendance. Également l'ambiance musicale. Il peut y avoir un pianiste par exemple, ou bien des chanteurs ou des musiciens qui viendront l'animer pendant la soirée. Bref, en faire un endroit avec une atmosphère où vous aurez envie de rester. J'ai pensé aussi au bar des hôtels. Et par exemple, le fameux bar à cocktail Joséphine, du non moins fameux hôtel Lutetia, qui se trouve boulevard Raspail, pas très loin des grands magasins du Bon Marché. Alors, si vous ne le connaissez pas, imaginez une salle immense, traversée par un mastodonte de bar qui ne fait pas moins de 10 mètres de long et qui est entièrement en marbre. La salle est richement décorée par des fresques aussi qui ont été récemment restaurées, qui vous donnent le torticolis pour les admirer, et éclairée par de très larges baies vitrées. Dans un bar à cocktail, on va déguster souvent un cocktail signature. C'est le cocktail qui est la spécialité du lieu, qui a été inventé par un barman de l'endroit et dont la recette est évidemment jalousement gardée. Mais vous connaissez aussi, je pense, les bars à bière, les bars à vin et même les bars à eau. Le mot bar aussi a atteint maintenant la restauration rapide, puisqu'on trouve des bars à soupe ou des bars à salade. Et je ne parle pas des fameux bars à chat ou bars à chien, dans lesquels vous pouvez caresser pendant quelques instants l'illusion d'avoir un animal de compagnie. Le bar est très proche du café. Hein. Le café, c'est un établissement où on sert des boissons et des repas assez simples. En France, il est parfois associé au bureau de tabac. Les synonymes de café varient selon les endroits et aussi selon les classes sociales. Plus administrativement, on peut dire un débit de boisson. Il y a un mot ancien qui est estaminé, alors on ne l'emploie plus guère que dans un sens un peu humoristique. Et puis il y a le mot familier de troquer, par exemple. Voilà. En vrai, comme dans tous les pays, je pense que le café occupe une place importante, aussi bien en tant que lieu de détente individuelle que lieu de partage et de rencontre collectif. Balzac, avec son sens de la formule bien connue, déjà avait bien compris ce que représentaient les cafés à l'époque de la Restauration, et il les appelait la salle du conseil du peuple. En effet, dans le café, pendant longtemps, c'était là que circulaient les informations du pays. C'est là aussi où on parlait beaucoup, on discutait de tout et de rien, d'où la locution conversation de café du commerce ou bien propos de café du commerce.
En fait, ce sont des conversations qui ne sont pas très sérieuses, qui ne sont pas très fondées, hein, qui sont échangées comme ça autour des dernières nouvelles ou bien des dernières rumeurs et auxquelles on ne doit pas prêter beaucoup d'importance. Dans le même registre, on peut parler des brèves de comptoir. Alors, la brève, dans le domaine du journalisme, c'est une nouvelle très courte, résumée en quelques lignes. Et les brèves de comptoir, eh ben, ce sont tous ces espèces de formules un peu rapides, généralement courtes, amusantes, percutantes, qu'échangent les gens autour du comptoir. Et il y a un auteur français, Jean-Marie Gouriot, qui, pendant des années, a collecté des véritables brèves de comptoir et qui en a fait des recueils. Euh, il faut sûrement faire la différence entre les grands cafés, hein, comme ceux dont on va parler, qui sont plutôt des cafés de passage, des petits quartiers, des petits cafés de quartier où se retrouvent les habitués pour échanger les ragots sur les nouvelles du quartier, ou bien pour simplement le plaisir de se retrouver ensemble, de discuter, ou celui où vous prenez rapidement votre café au comptoir avant de retourner travailler. Il faut penser aussi à des cafés qui sont spécifiques, par exemple à une communauté nationale, hein, dans une ville, dans un pays, les gens provenant d'une même région ou d'un même pays auront plaisir à se retrouver plutôt dans certains cafés. On déplore régulièrement en France la diminution du nombre de cafés hein, qui aurait été divisé par 7 ou 8 en un siècle entre 1914 et le début du 21e siècle. Et c'est vrai que lorsque un café disparaît dans un village, c'est souvent effectivement une partie de la vie sociale qui disparaît avec lui. L'origine du café, ben, vous vous en doutez, hein, c'est quand même le Moyen-Orient, hein, ces pays d'où la boisson est originaire. La première attestation en Europe serait à Belgrade en 1522 et il faut attendre 1644 pour le trouver à Marseille. Très rapidement, beaucoup de cafés se fondent partout, y compris à Paris bien évidemment. Mais ça demeure un petit peu dans l'esprit oriental, c'est-à-dire c'est un endroit petit, plutôt obscur, où on sert du café souvent de mauvaise qualité, et donc ce ne sont pas des endroits qui sont fréquentés par la bonne société. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les choses changent, et c'est par exemple un des instruments de ce changement, c'est le café Procope à Paris. Le café Procope est fondé en 1686 par un Italien, Francesco Procopio. Il a l'idée de créer un établissement avec un décor assez luxueux où il servira des boissons de qualité et même des pâtisseries. Donc vous le connaissez peut-être, il est rue de l'Ancienne Comédie, tout près du carrefour de l'Odéon. Vers 1700, le café va devenir vraiment un café littéraire. Il est fréquenté par des gens comme Voltaire, Diderot, d'Alembert. Et on raconte que même c'est au cours de cette discussion que serait née l'idée de l'encyclopédie. La légende du lieu veut aussi que c'est là que Benjamin Franklin aurait rédigé les premières lignes de la Constitution des États-Unis. Pendant la Révolution française, c'est aussi un haut lieu où se retrouvent Danton et Marat, par exemple, du Club des Cordeliers, mais aussi plus tard le Club des Jacobins y établit son quartier général. Dans la première moitié du XIXe siècle, ce sont plutôt des écrivains, hein, comme Musset, George Sand, Théophile Gautier, qui vont fréquenter l'endroit pour y rencontrer les comédiens célèbres, mais aussi des hommes politiques, et bref, le tout Paris. L'ancien café Procope ferme en 1890 car, comme l'écrivait Anatole France à l'époque, il avait beaucoup de gloire mais point d'argent. Donc le café que vous connaissez aujourd'hui a été restauré dans les années 1988-89 dans un style un peu
XVIIIe siècle, mais c'est quand même surtout maintenant un restaurant. Quand on parle des cafés, il y a forcément les deux incontournables du boulevard Saint-Michel, hein, auxquels vous pensez bien évidemment, qui eux sont beaucoup plus tardifs. Ainsi, le café des Deux Magots a été fondé en 1885. Effectivement, café littéraire, hein, à telle enseigne qu'il y a d'ailleurs un prix littéraire, le prix des Deux Magots, qui est décerné chaque année. Et ce nom des Deux Magots provient des deux figurines chinoises qui sont d'ailleurs toujours dans la salle et que vous pouvez voir lorsque vous y entrez, et qui avaient donné son nom à l'établissement dès son origine. L'autre grand café, c'est bien sûr le café de Flore, hein, qui date à peu près de la même époque, 1887. Il est surtout connu pour être le repère de l'intelligentsia de gauche à Paris. En fait, à partir des années 1920, hein, les surréalistes ils s'y donnent rendez-vous. Vous pouvez ensuite croiser Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Boris Vian. Mais bien entendu, c'est le couple illustre Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, qui, en étant les habitués de ce restaurant, de ce café, lui donne toute sa dimension quasiment mythologique. Pour terminer, parlons un peu des bistrots. Alors, le bistrot, c'est un petit café, hein, un débit de boisson qui peut offrir des services de restauration. Alors, le mot bistrot, avec ou sans thé, hein, c'est un régionalisme qui apparaît à Paris à la fin du XIXe siècle. Dans le nord de la France, on parle d'un bistrot, AUD à la fin. Dans le sud, on parle d'un bistroquet. Et ces mots-là désignent le marchand de vin et l'endroit où il vend son vin. Il y a une origine populaire du mot bistrot qui viendrait du russe bistro qui veut dire vite vite et qu'on attribuerait aux Cosaques qui, lorsqu'ils avaient envahi Paris en 1814, auraient demandé aux cabaretiers de les servir vite, vite, vite. Alors bon, les linguistes ne sont pas d'accord sur cette définition, cette origine, car ils disent que le mot n'est apparu qu'à la fin du XIXe siècle. Le mot bistrot, dans son acception actuelle, doit beaucoup à un cuisinier, Michel Oliver, qui, dans les années 1960-1970, va utiliser ce mot pour désigner un établissement d'une certaine tenue dans lequel on va servir de la cuisine bourgeoise à un prix raisonnable. Et donc cette connotation reste maintenant beaucoup attachée au mot bistrot tel qu'on l'utilise. Bistrot et bistronomie. Et bistronomie, c'est aussi un mot qui est inventé par Yves Candeborde pour désigner un type de cuisine. C'est une cuisine qui va être centrée autour des plats traditionnels, mais avec des produits de très haute qualité et en utilisant les techniques de cuisine de la gastronomie. Ainsi, il y a beaucoup de grands chefs qui ouvrent des annexes, bistrots, hein, à côté de leur restaurant gastronomique. Enfin, juste pour l'anecdote, on parle aussi de mobilier bistrot. Hein, ce sont ces tables et ces chaises qui sont le plus emblématiques des lieux et qu'on retrouve assez traditionnellement. Donc comme je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à dire sur tous ces établissements, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour parler des restaurants, brasseries et autres bouillons. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.